Question éco. Le podcast préféré des professeurs de sciences économiques et sociales. Nous traitons des sujets d'économie intéressants et captivants qui sont discutés par de nombreux invités de qualité éduqués sur les sujets. Prenez votre tasse de café et laissez-nous vous embarquer dans ce nouvel épisode. Question éco. Pas de ces ressources intellectuelles au prétexte qu'elles sont intellectuelles, qu'elles sont écrites avec de grands mots. C'est sur cette citation de Pierre Bourdieu que nous posons cette question intellectuelle. Qu'est-ce que la monnaie ? Pour répondre à cette question, nous avons invité deux spécialistes sur le sujet, Pierre Micot et Adeline Sick. Alors je leur laisse maintenant la parole. Alors bonjour à tous, merci Camille de nous avoir invités sur ce plateau, nous sommes très honorés. Alors pour répondre à votre question, il faut savoir que la monnaie possède 3 fonctions. En effet, un bien prend le statut de la monnaie dès lorsqu'il remplit une fonction d'unité de compte. C'est-à-dire que la monnaie agit comme un instrument de mesure pour évaluer la valeur des biens et services, simplifiant ainsi la comparaison des prix relatifs lors des échanges. Pour deuxième fonction, la monnaie remplit une fonction d'intermédiaire des échanges. La monnaie supprime la double coïncidence des désirs. Alors, qu'est-ce que c'est ? La double coïncidence des désirs est un concept qui décrit la nécessité pour deux parties dans une transaction d'avoir des biens et services que l'autre partie désire et vice-versa. Pour qu'un échange se produise dans une économie de troc, il faut que les désirs des deux individus se rencontrent simultanément. C'est assez difficile. La monnaie permet de surmonter ce problème. En effet, elle est acceptée par tous comme moyen d'échange indépendamment des désirs spécifiques de chaque individu. Elle sert d'intermédiaire des échanges. La monnaie remplit une troisième fonction qui est la fonction de réserve de valeur. Cette fonction fait référence à la capacité de conserver une valeur dans le temps. En effet, les gens utilisent la monnaie non seulement pour effectuer des transactions immédiates, mais aussi pour stocker de la valeur, pour l'utiliser plus tard ou pour accumuler des richesses. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Adeline qui va vous parler des différentes formes de la monnaie. Alors effectivement Pierre, si la monnaie semble remplir 3 fonctions distinctes, elle peut également prendre des formes très diverses. La première forme est la monnaie fiduciaire, une forme de monnaie qui repose sur la confiance ou la foi que les individus ont en son acceptabilité, comme moyen de paiement. En effet, les billets de banque ou les pièces de monnaie émis par les autorités monétaires n'ont pas de valeur de par leurs matériaux dont celle-ci est faite, mais par la confiance des individus dans ce système monétaire. En bref, la monnaie fiduciaire repose sur la confiance plutôt que sur une valeur matérielle tangible. Alors la deuxième forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale, qui désigne l'argent qui n'existe que sous forme électronique ou scripturale, c'est-à-dire enregistré dans des systèmes informatiques plutôt que sous forme physique, telle que la monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale est largement utilisée dans les transactions électroniques, c'est-à-dire les paiements par carte ou virement ou même chèque. La troisième forme de monnaie est la monnaie métallique. C'est une forme de monnaie physique composée de pièces fabriquées à partir de métaux précieux ou ordinaires. Ces pièces ont une valeur basée sur le métal dont elles sont faites. Alors maintenant, dans cette séquence historique, j'ai invité ma arrière-grand-mère qui est très vieille et qui nous parlera de la monnaie dans son temps il y a très longtemps. Alors merci Geneviève d'être venue nous parler, nous témoigner de ce que tu as vu au cours du temps et pouvoir nous expliquer un peu comment la monnaie était dans ton temps. Alors, merci ma fille de m'avoir invitée sur ce plateau. On se rappelle que la première monnaie était symbolique pour pacifier les échanges. Elle prenait la forme de bétail, coquillages, etc. Je me rappelle, dans le temps, j'avais une chèvre Betty. La pauvre biquette, j'ai dû l'échanger contre une belle blouse. Mais ce type de monnaie avait des inconvénients. Elle n'était pas divisible et pas durable. Ah bah oui, Betty n'était pas durable, elle a dû mourir.
C'est alors que fut créée la monnaie métallique. La valeur de la monnaie était en lien avec la valeur du métal. Ah là là, qu'est-ce que j'aimais l'or! Elle permettait la division et était plus facilement transportable. Alors, merci Geneviève pour cet émouvant témoignage. Et maintenant, pour la deuxième partie de notre podcast, nous allons parler du rôle de contrôle de la Banque centrale. Mais qu'est-ce que la Banque centrale? Nous allons demander à notre invité, Monsieur Miko, qui va gentiment nous répondre à cette question. Alors Camille, je vais répondre à votre question tout de suite, c'est très simple. Il faut tout d'abord savoir que la Banque centrale joue un rôle central dans la régulation de l'activité économique d'un pays et l'une de ses principales méthodes de contrôle est la manipulation du taux directeur. La Banque centrale, c'est quoi? C'est une institution publique qui a pour mission de gérer la monnaie d'un pays ou d'un ensemble de pays dont elle contrôle notamment la quantité en circulation. Elle est l'institution qui a en charge la politique monétaire avec pour outil principal l'action sur les taux d'intérêt et pour objectif principalement la stabilité des prix et le plein emploi. Donc, pour faire plus simple, c'est la banque des banques. Mais qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt? Alors, le taux d'intérêt, c'est le prix du crédit. Et le taux directeur, lui, sont les taux d'intérêt fixés par une banque centrale lorsqu'elle accorde des prêts aux banques commerciales. C'est le principal outil de la Banque centrale pour gérer la quantité d'argent en circulation dans l'économie. Si la Banque centrale augmente ce taux, emprunter, donc faire des crédits, devient plus cher pour les banques commerciales. Elles sont donc moins tentées d'emprunter, ce qui signifie qu'il y a moins d'argent disponible dans l'économie. Cela peut aider à freiner la hausse des prix en ralentissant la croissance économique et en réduisant les dépenses et les investissements. Le risque d'un fort ralentissement de la croissance économique est le chômage. Je me permets de vous couper. Qu'est-ce que c'est exactement la croissance économique? Alors, la croissance économique est l'augmentation de production de biens et de services d'une année à une autre. Donc, pour revenir à ce que je disais, un taux d'intérêt élevé freine la croissance économique. À l'inverse, j'aimerais ajouter que si la Banque centrale diminue ce taux, emprunter devient moins cher pour les banques commerciales. Elles sont alors encouragées à emprunter davantage, ce qui stimule la croissance économique en augmentant les dépenses et les investissements. Cependant, cela peut également entraîner une augmentation des prix si l'économie devient trop active. Le risque de celui-ci est l'inflation. Et l'inflation est la situation de hausse cumulée et généralisée des prix dans un pays. L'hyperinflation est le cas extrême. En 2018, le Venezuela a connu une situation d'hyperinflation. L'ensemble des moyens et des mesures de régulation de la monnaie mises en œuvre par une autorité monétaire se dit la politique monétaire. En conclusion, le contrôle par le taux directeur est donc une façon flexible et puissante pour les banques centrales d'ajuster l'économie en fonction des conditions du marché. Cependant, d'autres facteurs comme les politiques fiscales et les tendances économiques mondiales peuvent aussi influencer l'efficacité de cette stratégie. À présent, nous allons accueillir une nouvelle invitée, Madame de la Couronne. Bonjour. Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons traiter des différents enjeux de la politique monétaire. Premièrement, est-ce que vous connaissez la BCE? Non, absolument pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, la BCE est autrement appelée Banque centrale européenne et c'est la principale institution monétaire de l'Union européenne. La Banque centrale européenne gère l'euro et elle élabore et met en œuvre la politique économique et monétaire de l'Union européenne. Elle a pour objectif principal de veiller à la stabilité des entreprises, étayant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Elle est établie le 1er juin 1998 et son président actuel est Christine Lagarde. Cette banque est indépendante et cela est primordial car si un conflit éclate ou un pays souhaite modifier quelque chose, il ne pourra pas et donc la stabilité des prix ne bougera pas. Ah, d'accord. Je comprends, mais alors, quel est le principal objectif de la politique monétaire? Alors, l'objectif principal de la politique monétaire est de préserver sa valeur ainsi que de maintenir la stabilité des prix. Tout à l'heure, nous parlions d'inflation, mais comment la mesure-t-on? Alors,
L'inflation à l'échelle de la zone européenne est mesurée grâce à l'indice des prix à la consommation harmonisé. C'est un outil qui compare le niveau général des prix d'une période donnée. Merci pour cette réponse, Madame la Couronne. Mais je voulais encore vous poser une question. Alors, pourquoi la Banque Centrale Européenne cherche-t-elle à ce que les taux soient stables? C'est une très bonne question. En fait, la BCE, elle cherche à ce que les taux soient stables afin de ne pas perdre d'emploi et elle aide les consommateurs et les entreprises à mieux envisager l'avenir. Question écho. Merci Madame la Couronne de nous avoir donné toutes ces informations. Maintenant, nous allons passer aux questions du jury. Alors, nous avons la petite Dania avec nous qui nous pose des questions. Combien y a-t-il de centimes dans 100 euros? Ah, super question. Alors, c'est très simple, on va faire des petits maths. Alors, 1 euro est égal à 100 centimes. Donc, 100 euros, c'est donc 100 fois 100. Et 100 fois 100 font 10 000. Donc, pour 100 euros, nous avons 10 000 centimes. Ça fait beaucoup de centimes. Elle veut nous poser une deuxième question, donc nous allons l'écouter. Pourquoi il y a des dessins sur les pièces et les billets? Merci pour cette question, Damia. C'est une question que plusieurs se posent. Alors, les dessins sur les pièces servent à identifier leur origine et leur valeur, ainsi qu'à célébrer des événements historiques ou des personnalités importantes. De plus, ces motifs complexes contribuent à prévenir la contrefaçon en rendant la reproduction difficile sans équipement spécialisé. Question écho. Merci à tous les invités qui ont pu nous parler de la monnaie et qui nous ont un peu retracé l'histoire de la monnaie. La semaine prochaine, nous aurons l'honneur d'accueillir un prof de sciences économiques et sociales qui est un peu dépassé car il est tombé sur la classe la moins dynamique de France. Quelle est la probabilité? Alors vous allez voir ça la semaine prochaine et nous en saurons plus. Au revoir. Question écho.